Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode dont on en reparle, le format dédié aux actualités spatiales. Et pour cette semaine relativement calme comparée aux précédentes, les informations passionnantes ne manquent pourtant pas. Entre la fin de la calibration du télescope spatial européen Euclid, Rocket Lab qui communique sur son lanceur Neutron, le rover chinois Yutu 2 qui découvre des structures jamais détectées jusqu'à 300 mètres sous la surface lunaire, et des images de l'usine que Blue Origin exploite pour sa New Glenn, je crois que l'on peut dire que ce ne sont pas les actualités de qualité qui manquent. Mais avant de revenir dessus, et comme d'habitude, je tenais à vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cette vidéo. Sur ce, pour commencer en douceur, je vous propose de revenir rapidement sur le télescope spatial européen Euclid, lancé le 1er juillet par une Falcon 9. Censé nous aider à comprendre les mystères de la matière noire, l'excédent de matière de l'univers et l'énergie sombre responsable de son expansion, le télescope européen vient désormais de finir sa phase de mise en route et de calibration de ses instruments. Désormais, c'est son système de guidage et de pointage de précision qui doit être calibré et les performances de tous les instruments vérifiées. Ensuite, si tout se passe bien, le télescope devrait débuter sa phase scientifique début octobre. Mais je ne vais pas m'attarder plus longtemps dessus, car le sujet reviendra encore bientôt sur la chaîne. Un autre élément dont on allait aussi récemment reparler, c'est le futur lanceur Neutron de Rocket Lab. Pour rappel, le lanceur, annoncé en mars 2021, doit être une petite révolution pour Rocket Lab. Capable de placer 13 tonnes en orbite basse, il doit brûler un mélange d'oxygène et d'hydrogène liquide, mélange qui a l'avantage d'avoir un excellent rendement lorsqu'il est brûlé et un tout aussi bon rapport rendement-prix. Mais en plus de ça, avec Neutron, Rocket Lab vise aussi une réutilisation rapide du premier étage, ce qui doit aussi permettre à l'entreprise de réduire les coûts de lancement dans un monde où la réutilisation s'impose de plus en plus. Pour ça, le développement de Neutron, et de la plupart des lanceurs en général d'ailleurs, se fait de façon extrêmement consciencieuse, avec comme objectif principal d'éviter chaque kilo en trop dans son design, et chaque petit surcoût possible, le tout en s'assurant de créer un véhicule fiable, rapidement réutilisable et flexible. Et justement, on a eu droit à quelques nouvelles concernant Neutron. Pour la partie la moins intéressante, je le citais déjà récemment, mais son design évolue. Ses ailerons se voient rehaussés pour la stabilité et sa coiffe est un peu plus pointue pour optimiser l'aérodynamisme. D'ailleurs, pour rappel, et c'est un point intéressant, le second étage de Neutron, dont le travail est de terminer de placer une charge utile en orbite, doit en quelque sorte sortir de la coiffe qui sera donc attachée au lanceur et par ricochet réutilisable elle aussi. Entre parenthèses, les moteurs qu'utilisera Neutron, baptisé Archimède, avancent eux aussi, mais bref. L'un des changements les plus importants se situe d'un autre côté. Ses pieds d'atterrissage s'élargissent, et ce choix a une raison. Désormais, Rocket Lab envisage aussi définitivement, même si l'idée avait déjà été mentionnée, l'option de la réutilisation en posant le lanceur sur une barge en mer, ce qui nécessite des pieds plus larges pour la stabilité. Et ce choix a un sens. Comme Neutron ne devra pas se propulser sur une trajectoire le ramenant à son pas de tir, c'est du carburant économisé et près de 2 tonnes de charge utile supplémentaires que Rocket Lab peut espérer, permettant alors à Neutron de viser les 15 tonnes en orbite basse. Enfin, si tout se passe bien, les premiers essais de qualification des réservoirs du second étage sont attendus d'ici la fin de l'année, ouvrant la voie à un premier vol qui devrait raisonnablement arriver vers la fin de 2024 ou 2025. De toute façon, avec Neutron, Rocket Lab ne désire pas non plus se presser. L'entreprise veut prendre le temps de bien faire les choses et de signer autre chose que, des mots de son PDG, des contrats dans le vent. Neutron arrivera en effet dans un climat où la demande de lancement sera plus haute que jamais, et entre son prix de 50 à 55 millions par lancement et ses capacités décentes, il n'aura probablement pas de grandes difficultés à se tailler une place dans le spatial. Surtout qu'à côté de ça, leur plus petit lanceur, Electron, atteint une cadence de presque 1 vol par mois, que les contrats et sites de lancement se multiplient, et l'entreprise se porte plus que bien. Même si pour le moment l'entreprise n'est pas encore tout à fait rentable, et compte probablement sur ses stocks et ses investisseurs.
Toujours en parlant de lanceurs en développement, c'était cette fois-ci du côté de Blue Origin que les regards allaient se tourner il y a quelques jours. L'entreprise partageait en effet une photo de son usine au Kennedy Space Center en Floride et du, je cite, matériel pour New Glenn s'empilant en Floride. Alors, je tiens à être honnête sur ce point, mais il n'est pas du tout certain qu'il s'agisse de matériel associé au premier exemplaire destiné au vol. C'est très probable, mais pas confirmé. New Glenn, qui sera un concurrent sérieux pour SpaceX et qui devra également être réutilisable et exploiter le couple oxygène-méthane, est toujours attendu pour dans les prochains mois et devrait réaliser son vol inaugural avant la fin de l'année. Mais il n'y a cependant pas énormément de communication de la part de Blue Origin sur le sujet. Néanmoins, la publication de cette image et le fait que des vols commerciaux continuent d'être maintenus pour 2024 semblent indiquer que l'entreprise est encore en bonne voie pour un premier vol cette année. Là aussi, et même si l'entreprise n'a jamais atteint l'orbite, il ne faut pas oublier que Blue Origin a une forte tendance à faire les choses en prenant le temps que ça prend, et c'est d'ailleurs probablement de là que vient la fiabilité assez solide de son petit lanceur suborbital New Shepard. Mais en parallèle, la sélection de l'entreprise pour la construction d'un atterrisseur lunaire devant voler à partir de 2027 va aussi demander à Blue Origin de se créer un accès à l'orbite, et la New Glenn en sera un élément clé. De plus, avec un développement débuté aux alentours de 2016, il y a fort à parier que le lanceur soit plutôt mûr. Sauf que, d'un autre côté, les retards et difficultés dans le développement des moteurs BE4 que le lanceur doit exploiter et qui sont développés par Blue Origin aussi, expliquent aussi probablement en grande partie l'attente si longue avant un vol inaugural. Mais il n'y avait pas que les lanceurs qui faisaient parler d'eux cette semaine. On allait aussi avoir droit à la publication d'une étude basée sur des données issues de la mission lunaire chinoise Tianghe 4, qui s'était posée sur la Lune en janvier 2019 et fonctionne toujours, et plus précisément de son petit rover Yutu 2. Yutu 2 est en effet équipé d'un radar dédié à pénétrer la surface lunaire. Pour résumer rapidement, cet outil permet d'envoyer des ondes radio dans le sol et, lorsqu'elles rebondissent à l'intérieur et selon la façon dont elles sont reçues, d'en déduire à quoi les entrailles de la Lune ressemblent. En 2020 déjà, il avait réussi à scanner les profondeurs de la Lune en allant jusqu'à 40 mètres. Mais avec cette nouvelle étude et de nouvelles observations, ce sont des couches d'une profondeur allant jusqu'à 300 mètres qui se sont révélées. Et comme sur Terre, chaque couche géologique analysée raconte une histoire. Impact d'astéroïdes, éruptions volcaniques, autant d'événements qui provoquent des dépôts différents avec une composition différente et qui ont donc une signature différente permettant de reconstituer l'histoire d'une région. Je vous passe les détails, mais on sait qu'après sa formation, il y a 4,5 milliards d'années, et boostée par des impacts majeurs, la Lune a connu un volcanisme s'étant probablement éteint il y a environ 1 milliard d'années. Ce que Yutu 2 a permis de confirmer, c'est que ce volcanisme s'est éteint progressivement. Les couches de magma plus anciennes sont en effet plus épaisses et témoignent d'éruptions plus violentes, alors que les couches plus récentes sont de plus en plus fines, jusqu'à la mort géologique de la Lune, même si certaines études pointent du doigt un léger volcanisme jusqu'à il y a 100 millions d'années. Et que des poches de magma pourraient encore subsister aujourd'hui. Mais ça, c'est un autre sujet dont je reparlerai probablement un de ces jours. D'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.